Vous avez dans le domaine diplomatique toujours besoin d'avoir la carotte et le bâton, n'est-ce pas? Si vous ne pouvez pas mener des négociations actuellement vis-à-vis de l'Iran en retirant déjà votre capacité de frappe de la région. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Gérard Vespierre. Gérard, bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes géopolitologue. Avec vous, je voudrais que l'on essaye de mieux comprendre ce qui est en train de se passer sur les deux fronts qui nous préoccupent. On va dire l'Iran, bien entendu, mais aussi ici en Israël, on est très inquiet de la situation au Liban, au sud Liban. L'armée israélienne, vous savez, continue sa progression vers le nord. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité aujourd'hui de faire une sorte de panaché entre des négociations qui pourraient aboutir avec l'Iran, avec le Liban, entre l'Israël et le Liban, sur un accord de non-belligérance entre les deux pays, et la poursuite des opérations militaires israéliennes pour essayer d'affaiblir de plus en plus le Hezbollah? Alors la ligne de crête, effectivement, parce que c'en est une, chaque côté, il y a de grandes pentes difficiles, d'avoir une continuation des opérations militaires de Tsahal au niveau auquel ces opérations sont actuellement, et puis des pourparlers de paix à Washington. Les pourparlers, effectivement, à Washington prendront aussi un peu de temps, donc le calendrier peut être là favorable pour, disons, les quelques semaines à venir, mais au-delà, il y aura effectivement, s'il y a une signature en vue, une grande difficulté pour l'armée israélienne de poursuivre des opérations militaires. Vous avez le sentiment que l'on peut résoudre le problème sur le plan diplomatique et peut-être, par exemple, dans le cadre d'un accord, confier une forme de responsabilité à l'armée libanaise, y compris en renforçant cette armée, en lui insufflant peut-être plusieurs milliards de dollars pour s'armer, pour payer des salaires de manière plus conséquente à des soldats qui sont souvent des soldats chiites. Est-ce qu'il y a un moyen de faire confiance dans un règlement de ce type à l'armée libanaise, ou c'est peine perdue? C'est une voie, je pense, qui est incontournable parce qu'elle fait partie aussi de la restauration du pouvoir du gouvernement libanais. Donc d'avoir une armée, disons, plus forte ou une armée digne de ce nom, on la qualifie actuellement de gendarmerie plus, donc il faut franchir un cap. Les États-Unis sont dans cette direction également d'un point de vue politique. Ils viennent de sanctionner des citoyens libanais chiites, donc favorables au Hezbollah, présents dans la structure politique, présents à la tête des services de renseignement. Donc, voyez-vous, il y a une volonté aussi politique américaine d'aller dans ce sens. Et on a donc là un chemin qui est absolument nécessaire à mettre en place parce que la présence d'une armée libanaise sur son sol 24 heures sur 24 est absolument irremplaçable par rapport à la présence de l'armée israélienne qui va et qui vient. Pourquoi on n'entend pas parler de la France dans toutes ces tractations? Pourquoi, par exemple, les négociations entre Israéliens et Libanais se déroulent à Washington et pas à Paris? Parce que je pense que quelque part, le grand coffre-fort, n'est-ce pas, n'est pas à Paris, le grand coffre-fort est à Washington. Ou à Fort Knox, si on continue la comparaison. Donc voilà, celui qui a les moyens, celui qui a l'armement également, n'est-ce pas, l'armée israélienne n'est pas équipée, ou alors on remonte à quelques calendes de matériel français, mais de matériel américain à 60, 70, 80%. Donc on a là la réalité. La réalité est un élément incontournable des rapports de force géopolitique.